Bonjour, voici le chapitre 5 d'Histoire, Gouverner la France depuis 1946. Commençons tout d'abord donc par l'introduction, une présentation du sujet. Vous voyez ici un premier document avec la création de la sécurité sociale. Et puis un deuxième document pour illustrer ce chapitre, une manifestation contre le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, commençons tout d'abord donc, comme je vous le disais, par une introduction. La France a hérité de son passé un État fort et les compétences de celui-ci s'élargissent après la Deuxième Guerre mondiale. Au-delà des changements institutionnels, on observe une grande continuité entre la 4e et la 5e République dans ce domaine. L'État devient désormais un acteur important de l'économie française et met en place une large politique sociale. On parle alors d'État-providence. La tradition centralisatrice de l'État se poursuit et les médias sont sous son emprise. Mais à partir des années 1980, on assiste à une transformation et à une érosion du rôle de l'État. C'est la deuxième idée. Cela est dû aux mutations sociales et mondiales. L'État réduit sa capacité d'action en mettant en place la décentralisation. À l'inverse, des compétences qui lui étaient réservées sont désormais transférées à l'Union européenne. En même temps, l'autorité de l'État est remise en cause par l'opinion publique et les citoyens font preuve d'une plus grande défiance à l'égard du personnel politique. En problématique, nous pouvons nous poser la question suivante: quelles évolutions connaît le rôle de l'État en France depuis 1946? Le plan est composé de deux parties. Tout d'abord, l'État renforcé de 1946 aux années 1970, puis en seconde partie, mutation et érosion du pouvoir de l'État depuis les années 1980. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit d'un plan chronologique. Commençons par la première partie, donc l'État renforcé de 1946 aux années 1970. Tout d'abord, premier point, 1945-1946, le renforcement de l'État. Tout d'abord, le renforcement de l'exécutif. À l'époque, en 1945, si vous vous rappelez, le gouvernement de la France est issu du Conseil national de la résistance, donc de la libération. C'est le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, de 1944 à 1946. En 1945, la France doit se reconstruire. Les nécessités de l'après-guerre justifient le rétablissement de l'autorité de l'État qui doit prendre en charge la reconstruction politique, économique et sociale du pays. La reconstruction politique sous le gouvernement provisoire de la République française, le programme du Conseil national de la résistance est repris. Il s'agit de rétablir les institutions républicaines et les libertés fondamentales. Si vous vous rappelez les programmes d'histoire des années passées, donc il s'agit de mettre fin aux nouvelles institutions créées par le gouvernement de Vichy, le changement de devise et de rétablir, pour faire simple, la démocratie en France. Il y a également une reconstruction sociale avec la création de la sécurité sociale. Je vais y venir tout à l'heure. Vous voyez sur le document que vous avez ici une affiche sur l'emprunt pour la reconstruction entre 1945 et 1946, puisque cette reconstruction va coûter très très cher et donc l'État va emprunter de l'argent aux banques. Donc, je vous le disais, reconstruction sociale avec la création de la sécurité sociale. Financée et gérée par les employeurs et les salariés, elle couvre les principaux risques auxquels sont confrontés les Français, comme vous le savez, la maladie, la vieillesse. C'est alors la naissance de l'État-providence. Que signifie cette expression? Eh bien, en fait, il s'agit
du système, comme vous pouvez le voir ici, qui accorde un rôle social important à l'État. Il garantit donc une protection contre la maladie, le chômage, en 1958, et la vieillesse. Et cette protection est financée par les cotisations aussi bien des employeurs que des travailleurs. Deuxième idée, l'État est un acteur économique important. Alors, il y a une tradition en France qui est celle de la centralisation. De quoi s'agit-il? Comme vous pouvez le voir ici, l'État donne l'impulsion dans tous les domaines, la politique, l'économie, le social, la culture également. Il y a en France une tradition centralisatrice depuis Louis XIV, basée donc à Versailles, et tous les ordres sont donnés à des représentants de l'État dans les provinces. Cette tradition est reprise par la Révolution française et ensuite par Napoléon avec les préfets dans les départements. Les nationalisations. L'État est renforcé dans son rôle économique par les nationalisations, c'est-à-dire, si vous vous rappelez vos cours des années passées, les nationalisations, c'est-à-dire des entreprises du privé qui sont rachetées par l'État. Donc l'État décide d'acquérir des entreprises dans des secteurs, des domaines qui lui semblent importants. Vous pouvez voir sur ce document qu'il s'agit des crédits et de l'assurance, notamment la création de la Banque de France. Vous avez des banques de dépôt comme le Crédit Lyonnais, le secteur des transports, Renault, la RATP, vous avez Air France aussi, le domaine de l'énergie avec Gaz et EDF, l'électricité de France, le domaine des houillères, c'est-à-dire les entreprises, les mines de charbon. Vous avez les médias avec la création de l'AFP, l'Agence France Presse, le domaine des crédits, Paribas, Suez, et puis d'autres secteurs, notamment industriels comme Saint-Gobain, Péchinet qui fabrique de l'aluminium, Rhône-Poulenc, Thomson Brandt dans l'électronique, Dassault, Breguet, Matra dans le domaine militaire. Donc l'État est renforcé dans son rôle économique par ces nationalisations qui sont décidées à la Libération. Et puis, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, il y aura d'autres nationalisations, notamment en 1981-82, à l'époque où la gauche accède au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand. En effet, l'État contrôle une large part donc, des secteurs bancaires, énergétiques, transports et emploie près de 10% des actifs. L'État est également planificateur, c'est-à-dire que De Gaulle crée en 1946 un commissariat général au plan destiné à orienter le développement de l'économie française. Vous avez dans le texte de cette diapo un entretien entre le futur commissaire au plan, Jean Monnet, et le général de Gaulle, donc chef du gouvernement provisoire de la République. Je lis le texte et vous allez vous rendre compte de l'importance de réaliser un plan pour reconstruire la France. Le commissariat général au plan est créé en janvier 1946 et dirigé par Monnet jusqu'en 1952. Jean Monnet rapporte dans ses mémoires une conversation avec De Gaulle à la fin de l'année 1945. Il faudra un certain temps, lui dis-je, pour réparer les villes, les ports, les chemins de fer. Mais ces choses-là seront réparées, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, il faudra une volonté très ferme et beaucoup d'explications pour faire comprendre aux gens que le mal essentiel est dans l'archaïsme de notre équipement et dans nos méthodes de production. C'est le rôle des pouvoirs publics, me répondit-il. Proposez-leur quelque chose. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il faut faire, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on ne pourra pas transformer l'économie française sans que le peuple français participe à cette transformation. Quand je dis le peuple, ce n'est pas une entité abstraite. Ce sont les syndicats, les industriels, l'administration, tous les hommes qui seront associés à un plan d'équipement et de modernisation. Voilà, l'idée essentielle se trouve ici donc,
un plan d'équipement et de modernisation. Voilà ce qu'il faut faire, et en voilà le nom, conclut le général de Gaulle. L'époque était favorable aux expériences d'efforts en commun, car l'élan patriotique de la libération était encore présent et n'avait pas trouvé le grand œuvre où il pourrait s'exprimer positivement. J'ai connu 10 présidents du Conseil et livré autant de batailles. L'instabilité ministérielle était un mal pour la France, mais guère plus qu'une gêne pour le plan. Dans les 20 années qui suivirent, 3 commissaires au plan virent passer 28 gouvernements. Donc c'est un extrait des Mémoires de Jean Monnet, publiés en 1976. Alors, ces réformes n'engagent pas pour autant la France dans la voie du socialisme, ni du communisme d'ailleurs, car la planification demeure indicative et une grande part de l'économie reste aux mains des entreprises privées. 1958-1962, un exécutif renforcé. Petite faute, j'ai oublié le 9 de 1958. Avec la Constitution de 1958 et la naissance de la Ve République, De Gaulle renforce le poids du président de la République. À partir de 1962, l'élection du président au suffrage universel renforce sa légitimité. Le président de la République devient la clé de voûte des institutions. Il a beaucoup de pouvoir. Il est le chef des armées, l'arbitre au-dessus des partis qui fixe les grandes orientations en matière économique, politique et politique étrangère. Donc vous voyez ici sur la Constitution de la Ve République, que vous avez étudié aussi il y a quelques années, donc l'importance du pouvoir exécutif avec le président de la République, le Premier ministre, donc le président de la République nomme le Premier ministre, qui lui-même est le chef du gouvernement et nomme les ministres. Le président de la République est le chef des armées, il est élu à l'époque pour 7 ans, on verra puis 5 ans depuis 2000 grâce à la réforme de Jacques Chirac. Il préside le Conseil des ministres, il a le droit de grâce et des pouvoirs spéciaux, on aura l'occasion d'en reparler. Il s'agit du fameux article 16 qui donne tous les pouvoirs au président de la République en cas de crise grave. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, vous voyez la flèche ici, voilà, comme vous le savez, et l'Assemblée nationale et le Sénat forment le pouvoir législatif. Les citoyens, élisent le président de la République, mais on verra que cette réforme n'apparaîtra qu'en 1962. Donc en 1958, le président de Gaulle n'est pas élu au suffrage universel direct, mais un suffrage universel indirect. Petit 2, l'État modernisateur de 1946 à 1941. Commençons tout d'abord par la mise en place d'une nouvelle élite technocratique, l'ENA. Le gouvernement s'est modernisé en 1945 avec la création de l'ENA, c'est-à-dire l'École nationale de l'administration. Le but est de former les techniciens d'un État dont le rôle s'est accru. Les énarques prennent une place importante dans l'administration ou à la tête d'entreprises publiques. Beaucoup de ministres sont choisis parmi eux car ils connaissent bien les rouages de l'État. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est le premier énarque élu président de la République. Ici, sur cette photo, vous voyez la promotion Voltaire, 1980, avec un certain nombre d'hommes et de femmes politiques très connus, dont Ségolène Royal, François Hollande notamment. Deuxième idée, les hauts fonctionnaires assurent la permanence de l'État, malgré l'instabilité sous la 4e
République. Alors, je vous rappelle que la 4e République, donc, est née en 1946, va durer jusqu'en 1958, et durant cette période, le général de Gaulle, qui était donc, comme vous le savez, le président du gouvernement provisoire de la République, s'est retiré de la vie politique car les partis politiques ont mis en place une constitution qui ne plaît pas du tout au général de Gaulle, qui veut un exécutif fort, ce qui n'était pas le cas de la constitution de la 4e République. Malgré les incessants changements de gouvernement, le personnel politique reste assez stable. Sur les 227 ministres sous la 4e République, donc de 47 à 58, 66 appartiennent à plus de 3 gouvernements, et par exemple François Mitterrand est 11 fois ministre. Surtout, la présence dans les ministères d'experts et de hauts fonctionnaires, issus souvent de l'ENA, contribue à garantir la continuité de l'action publique malgré les changements de majorité parlementaire. Ainsi, Jean Monnet, dont on a parlé tout à l'heure avec le texte que j'ai lu, est commissaire au plan de 1946 à 1952. Voyons maintenant les grands projets de l'État. Sous la 5e République, avec De Gaulle et Pompidou, l'État participe à la modernisation du pays. Il favorise la recherche par la création du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, du CNES, Centre national d'études spatiales. Il réalise aussi de grands travaux, 2600 km d'autoroutes entre 1960 et 1974. Dans le domaine culturel, l'État reprend l'idée d'une politique du roi bâtisseur. De Gaulle n'y était pas favorable, mais ses successeurs, oui. C'est ainsi qu'il y a la création en 1959 du ministère des Affaires culturelles, et puis, en 1969, quelques mois à peine après son élection, le président de la République, Georges Pompidou, prend seul la décision qui va révolutionner la façon d'envisager la culture. Il décide de créer un centre ouvert à tous, publics et artistes, qui mêle musées, bibliothèques, création contemporaine, toutes disciplines confondues, en plein cœur de Paris. C'est ce que vous voyez sur cette photo, le fameux centre Pompidou à Paris, le centre Beaubourg, qui a été inauguré en 1977 et qui a créé une polémique, un bâtiment très moderne, à côté de bâtiments très classiques, et beaucoup de personnes trouvaient ce bâtiment très moche à l'époque. Maintenant, il est entré dans le paysage parisien. Petit 3, des médias sous influence gouvernementale de 1946 à 1941. Tout d'abord, première idée, 1958, le président est le chef de l'exécutif. Il est en relation directe avec le peuple par l'utilisation systématique de la télévision et l'usage répété du référendum. Alors, De Gaulle, comme président, utilise les médias et il est le premier à utiliser la télévision qui commence à se développer en France pour expliquer directement ses actions aux Français. Lorsqu'il revient aux affaires, la radiodiffusion-télévision française, la RTF, est composée de quelques radios et d'une seule chaîne de télévision, et elle est placée sous le contrôle du gouvernement. Le général de Gaulle va alors utiliser les médias au profit de sa politique. Il crée l'ORTF, Office de la radio-télévision française, en 1965, toujours sous le contrôle de l'État. La radio-télévision est alors un monopole d'État et cela va durer jusqu'en 1981.
Je vous demande maintenant de regarder la vidéo de Lina sur la première allocution du général de Gaulle à la télévision depuis son retour aux affaires. C'est en mai 1958, suite à la guerre d'Algérie, où en Algérie, des généraux, puisqu'il y a l'armée française en Algérie, et des généraux français ne veulent pas de l'indépendance de l'Algérie et ont organisé un coup d'État. Et De Gaulle, lors de cet événement, s'adresse directement aux Français pour expliquer sa politique et la situation. De Gaulle estime qu'il faut rendre la parole au peuple grâce au référendum. Il l'inscrit d'ailleurs dans la Constitution de 1958. Il l'utilise 4 fois durant ses mandats. Le but, c'est de contourner les partis politiques et d'avoir la confiance de la majorité des Français. Vous voyez ici le résultat de l'un de ces référendums, celui sur la Constitution de 1958, approuvé par les Français à 66,4%. Autre idée, l'État s'adapte à l'ère des médias pour peser sur l'opinion. En 1955, Pierre Mendès France, qui est le président du Conseil, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait le Premier ministre, donc premier chef de gouvernement, a commandé et diffusé dans la presse un sondage d'opinion. Avant, ça n'existait pas, sauf aux États-Unis et dans quelques autres pays, et la France va, sous donc le mandat de président du Conseil de Pierre Mendès France, donc utiliser pour la première fois les sondages. Sous la Ve République, les gouvernements analysent, voire commandent les sondages pour mieux connaître l'opinion des Français et peser sur elle ou réorienter leur action. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes habitués aux sondages d'opinion, les sondages dans le domaine de la politique. Régulièrement, vous avez donc des sondages sur l'opinion plus ou moins favorable des hommes politiques, ceux qui sont le plus représentatifs ou qui font preuve de la plus grande confiance des Français. Vous avez un exemple ici avec Nicolas Sarkozy. On vous dit que le président a perdu 28 points en 20 mois entre 2007 et 2009. Voilà, cette première séance est terminée.